Des iléites aiguës avec comme objectif donc de connaître les causes d'iléites aiguës, de connaître ou d'apprécier la démarche diagnostique, de revoir quelques étiologies en particulier, de connaître les éléments du traitement et de connaître l'histoire naturelle de l'iléite aiguë idiopathique. Voici mes conflits d'intérêts. Alors tout d'abord, pour bien commencer, définissons ce dont on va parler, l'iléite aiguë. Donc c'est avant tout un syndrome clinique qui va être dominé par une douleur dans la fosse iliaque droite qui sera plus ou moins associée à une hyperthermie, éventuellement des diarrhées. Elle est aiguë et habituellement dans cette définition de l'aigu, on considère moins de 16 jours. Et bien sûr, il va s'y associer une modification de l'iléon terminal en imagerie, que cette imagerie soit une échographie, une IRM ou un scanner en fonction des disponibilités des centres, avec la recherche d'une anomalie de paroi, définie comme une épaisseur de plus de 3 mm, éventuellement associée à un signe du halo ou un signe de la double cible sur ces examens, et également s'attachera à décrire en fait toute la sémiologie extradigestive avec les anomalies vasculaires pour l'ischémie, l'épanchement, la présence d'adénopathie, leurs caractéristiques, et également aussi une inflammation du péritoine qui pourront parfois mettre sur la piste de certaines étiologies. Alors, l'épidémiologie, on a très peu de données finalement sur l'iléite aiguë. On a une vieille cohorte danoise des iléites aiguës opérées. Vous voyez, 53 patients sur 30 ans. Et finalement, les meilleures données que l'on a, c'est les données des urgences de Madrid. Sur un territoire de près de 400 000 personnes, en 2 ans, 66 patients se sont présentés aux urgences avec le diagnostic retenu d'iléite aiguë, faisant une incidence de 16 pour 100 000 habitants. Donc, ce n'est pas une affection extrêmement fréquente. Alors une fois qu'on a défini l'iléite aiguë, la première question c'est est-ce que l'on peut évoquer certaines étiologies particulières? Et lorsque l'on reprend les causes en fait des iléites aiguës, ça recoupe un certain nombre en fait d'entités nosologiques et on va prendre un peu part en fait des majeures entités, l'inflammatoire avec la maladie de Crohn, des causes vasculaires pas sont graves et des causes infectieuses. Alors quand on reprend cette série espagnole des iléites aiguës des 66 patients, finalement, un patient sur 3 présentait une iléite infectieuse. On reviendra sur ce contexte particulier des iléites aiguës idiopathiques, mais qui, pour ma part, sont essentiellement infectieuses, qui consistait également un patient sur 3, et on retrouve en fait dans un patient sur 10 la présence d'une maladie de Crohn, avec comme tableau inaugural cette iléite aiguë. Alors, si on reprend les iléites infectieuses, en premier lieu des iléites infectieuses, on va bien évidemment avoir la yersinose avec Yersinia enterolitica et Pseudotuberculosis. On va retrouver après, de façon un peu moins fréquente, Campylobacter et Salmonelle, également qui sont un peu hors sujet, puisque la plupart du temps, on va avoir une atteinte colique associée dans ces deux pathogènes. Puis après, de façon assez anecdotique, on pourra retrouver d'autres germes également. Alors, lorsque l'on a une iléite infectieuse, on va rechercher bien sûr un contexte favorable, les aliments contaminés, les viandes mal cuites, les produits laitiers, éventuellement les légumes crus, qu'on va pouvoir retrouver à l'interrogatoire, mais ce n'est pas toujours évident en pratique de tous les jours. L'examen bactériologique, il faudra pas en attendre en fait plus que ce qu'il ne peut apporter, puisque par exemple, quand on reprend les données sur la yersinose, la coproculture n'est positive que dans 20 à 30% des cas. Donc c'est pas parce que l'examen coproculture sera négatif qu'il n'y aura pas de yersinose à proprement parler. Les sérologies en phase aiguë sont complètement inutiles puisqu'ils mettent en fait 2 à 4 semaines avant de se positiver et elles ne sont pas parfaitement spécifiques puisqu'il y a des communautés antigéniques avec notamment les salmonelles et les brucelloses. L'imagerie, elle reste peu spécifique. On notera simplement que l'épaississement iléal est souvent très important, de plus de 1 cm et les adénopathies très très larges, parfois jusqu'à 2 cm. L'endoscopie, elle n'a pas d'indication en période aiguë, en fait, d'un tableau d'iléite aiguë qu'on suspecte infectieux, mais si on la réalise parce que l'on a un doute, lorsqu'on veut chercher à mettre en évidence en fait une bactérie, notamment une Yersinia, l'examen finalement le plus intéressant, en fait, c'est de faire une aspiration du liquide digestif. C'est ce que nous disent en fait donc cette équipe japonaise. Et en pratique, c'est quoi? On met un peu d'eau en fait par un canal opérateur au niveau des lésions et qu'on va réaspirer pour l'envoyer en examen bactériologique. Alors, l'iléite aiguë idiopathique, pour ma part, c'est probablement une iléite probablement d'origine infectieuse. Quand on reprend certaines données, notamment cet essai qui était assez large en fait, ayant évalué l'antibiothérapie dans les iléites probablement infectieuses, un germe n'a été retrouvé qu'une fois sur 2. Donc il est vrai qu'on en revient que c'est pas parce qu'on n'a pas de diagnostic bactériologique que ce n'est pas une cause infectieuse à proprement parler. Ainsi, l'iléite aiguë idiopathique va se définir par une résolution complète des symptômes, qui va être rapide, en moins de 15 jours, la plupart du temps entre 5 à 7 jours, complète, sans récidive précoce. L'évolution de ces iléites est en général
normale, bénigne. C'est un épisode aigu qui ne reviendra pas. Dans la série espagnole, il y avait 0 cas de maladie de Crohn diagnostiqués derrière. Dans la série danoise, des hélicobactéries, seuls 3 cas de maladie de Crohn ont été diagnostiqués dans l'année suivant l'épisode inaugural. Un petit focus sur la tuberculose, même si cette maladie est peu prévalente en France, puisque les données d'incidence sur les données de l'OMS en fait, sont relativement faibles, c'est moins de 10 cas pour 100 000 habitants, ça reste un problème majeur en fait, à l'échelle mondiale. Et on le voit bien, finalement, ça va être essentiellement la partie subéquatoriale de notre planisphère qui va être touchée en fait, par cette épidémie de tuberculose. Ainsi, la tuberculose, on va particulièrement l'évoquer en fait, dans les populations migrantes, bien sûr si les patients ont eu un contage, également aussi une population à risque sont les patients immunodéprimés, notamment les patients sidéens. On essaiera de savoir s'il n'y a pas eu une histoire de primo-infection tuberculeuse. La présentation, elle est rarement très aiguë, elle est souvent plutôt subaiguë, voire chronique, avec des patients qui vont se présenter avec une forte altération de l'état général, des grosses pertes de poids. Et souvent, dans ce contexte de population migrante, les tests sont en général inutiles, puisque les patients ont déjà été en contact avec la tuberculose. Donc que ce soit l'intradermoréaction à la tuberculine, ou encore le quantiferon, ces tests seront souvent positifs et nous apporteront peu pour le diagnostic. Chez les immunodéprimés, ça arrive très fréquemment, notamment dans le cas du sida, que les tests soient négatifs et ce sont des faux négatifs. Alors, lorsque l'on fait l'imagerie, on va avoir parfois des éléments assez spécifiques. On cherchera un épaississement asymétrique de l'iléon, un épaississement des mésos, du péritoine, éventuellement un épanchement également, et des larges adénopathies parfois nécrotiques, en fait, comme on peut l'observer ici. Bien sûr, c'est de la tuberculose et on va chercher une primo-infection tuberculeuse. Et aujourd'hui, le meilleur examen, c'est de faire un scanner pulmonaire lorsqu'on suspecte éventuellement cette atteinte. La coloscopie également va permettre en fait de faire le diagnostic positif finalement de cette tuberculose digestive, avec un élément très particulier, c'est lorsque vous faites les prélèvements, il faudra bien préciser au laboratoire de faire bien sûr de la culture, qui reste l'examen de référence, le gold standard pour le diagnostic de tuberculose, qui est très sensible, spécifique, mais qui a le désavantage d'être long. Et le résultat, vous ne l'aurez pas avant 2 mois en général. Tandis que les PCR, en fait, sont peut-être un peu moins sensibles, mais relativement spécifiques et vous permettront d'avoir un diagnostic rapide dans la semaine la plupart du temps. Alors il arrive que parfois, notamment avec une maladie de Crohn, le diagnostic en fait soit difficile, notamment dans ces populations migrantes. Et lorsque l'on reprend les algorithmes décisionnels des pays en fait à forte endémie de tuberculose, lorsque l'on suspecte la présence d'une tuberculose, en général, on met en place une quadrithérapie dans un premier temps. Ensuite, on réévalue le patient 2 mois après la mise en place de cette quadrithérapie. Soit elle est jugée efficace, et puis on a en plus le résultat des cultures qui nous disent oui, il y avait bien une tuberculose, non, il n'y avait pas de tuberculose. À ce moment-là, on va confirmer le diagnostic de tuberculose et on va poursuivre l'antibiothérapie pendant 6 mois au total. Dans le cas contraire, bien sûr, on va remettre en cause le diagnostic et notamment en France, on évoquera en premier lieu une maladie de Crohn. Alors justement, la maladie de Crohn va toucher principalement les patients occidentaux, sans facteur de risque qu'on a vu dans la tuberculose. La clinique, on cherche à savoir s'il y a des éléments particuliers, on n'en retrouve pas de façon spécifique. Bien sûr, il y a ceux que vous connaissez déjà, qu'on entend parler partout, le terrain familial, la présence de lésions périnéales, éventuellement les signes extradigestifs, mais je vous rappelle que dans certaines infections, on peut avoir un érythème noueux, on peut avoir une arthrite réactionnelle. Et finalement, dans cette série espagnole, le seul élément clinique qui était prédictif d'une maladie de Crohn, c'était à l'interrogatoire la notion d'épisode clinique similaire, peut-être un peu moins important que le patient, pour lequel le patient n'était pas venu consulter aux urgences, mais si on le retrouve à l'interrogatoire, il va falloir évoquer une maladie de Crohn. La biologie, vous savez, elle est spécifique, et l'imagerie, on recherchera des signes de complications de la maladie de Crohn, dans ces maladies de Crohn indolentes qui évoluent à bas bruit, et puis une atteinte multifocale étagée. Alors ce sera souvent en fait donc la non-résolution des symptômes ou la récidive précoce, on l'a vu dans cette période de 14 jours finalement la plupart du temps, qui va nous amener à rediscuter le diagnostic d'une hépatite aiguë infectieuse ou idiopathique et qui va nous amener à réaliser des examens complémentaires. Et là, c'est la sémiologie que vous connaissez dans la maladie de Crohn, des ulcérations longitudinales, souvent en opposition à la tuberculose, où les ulcérations sont plus circonférentielles, les ulcérations aftoïdes, l'atteinte multifocale, que l'on fera avec une imagerie du grêle et une gastroscopie associée à la coloscopie. Alors l'ischémie, on a eu une très belle présentation en plénière vendredi dernier, en fait, donc ça reste souvent une évidence dans un tableau aigu, voire suraigu chez le patient qui a plus de 50 ans, qui a des antécédents de facteurs de risque cardiovasculaire. Mais comme on l'a vu vendredi, finalement, un patient sur 3 de mémoire se présentait avec une ischémie comme événement inaugural d'une maladie cardiovasculaire.
Donc la douleur, elle est brutale, intense, rapidement généralisée. La biologie est aspécifique. Les lactates peuvent être augmentés, qui peuvent nous mettre sous la voie. Et les signes de défaillance multiviscérale également nous diront que le tableau est sévère. Le plus important dans ces tableaux très aigus, ça va être de faire le scanner abdominal et de bien préciser avec les deux phases, artérielle et portale notamment, pour rechercher cette atteinte vasculaire thrombogène, soit artérielle, soit digestive, et bien sûr les conséquences au niveau du tube digestif, que ce soit la pneumatose, la diastasion du grêle, que les radiologues savent bien reconnaître. Cependant, ça, c'est tableau suraigu que vous connaissez bien et malheureusement, j'ai pas de boîte à outils magique en fait pour vous faire suspecter à tous les cas une ischémie digestive et avoir un examen pathognomonique. Et je vous rapporte juste 2 observations parce que l'ischémie, malheureusement, on passe à côté. C'est souvent un piège. Ça, c'est 2 patients qu'on a vus. Le premier, c'est une épigastralgie depuis 5 jours, nausée, diarrhée, un petit syndrome inflammatoire biologique modéré. Le scanner ne retrouve aucune anomalie significative. La gastroscopie et l'iléocoloscopie réalisée initialement retrouvent une atteinte finalement assez étendue, iléopancolite, pulbodénite, suspicion de maladie de Crohn. Malheureusement, donc, le patient évolue pas bien, il a 88 ans, un diabète insulinodépendant, une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie, et lorsque l'on voit en fait son aorte, ça fait quasiment une double vertèbre, elle est complètement calcifiée, les ostomes étaient calcifiés, et l'endoscopie va retrouver l'apparition en fait d'une nécrose au niveau digestif. Deuxième cas, pour vous également aussi montrer la difficulté que cela peut avoir, c'est une patiente qui a été opérée d'un remplacement de valve aortique, qui dans le post-opératoire va vaguement présenter des douleurs abdominales. On va être amené à faire un scanner abdominal et on va retrouver une iléite, que l'on voit ici, qui fait une iléite qu'on pourrait tout à fait avoir dans le cadre d'une maladie de Crohn. Et finalement, elle a 78 ans, on doute sur le diagnostic et on décide de l'opérer. Elle était relativement courte. Conclusion initiale de la NAPAT: ça peut être compatible avec une maladie de Crohn, absence d'arguments histologiques en faveur d'une étiologie ischémique. On le revoit en fait donc dans nos staffs anatomocliniques et la relecture par l'anatomopathologique expert signe les lésions observées peuvent, compte rendu du terrain, s'accorder davantage avec des lésions de nature ischémique. Les lésions ischémiques peuvent s'accompagner d'une sclérolipomatose et d'un amas lymphoïde dans toutes les couches de la paroi, posant le problème du diagnostic différentiel avec une maladie de Crohn. En d'autres termes, lorsque vous pensez à une ischémie, parce que notamment le terrain est favorable, il faudra savoir pousser un peu les portes et essayer vraiment d'infirmer complètement en fait, cette étiologie avant d'aller d'emblée sur des diagnostics en fait, moins probables. Alors les autres causes, je vous laisse regarder dans le fascicule puisqu'il y a plein de case reports en fait reportés d'iléite avec vraiment un ensemble en fait de entités qu'on peut retrouver mais qui seront souvent secondaires, rares et que l'on va explorer dans un second temps parce que l'iléite ne va pas s'améliorer spontanément. Alors une fois qu'on a fait donc notre diagnostic d'iléite, on a vu notre contexte, notre terrain, on a vu si éventuellement on évoquait des choses en fait particulières qui nous amenaient à faire d'emblée certaines explorations, on va se poser la question, dans les autres cas, des iléites aiguës idiopathiques ou infectieuses, du traitement. Et le traitement, bien sûr, ça sera l'antibiothérapie. Alors on pourra en rediscuter parce qu'il y a une belle présentation ce matin sur les colites, notamment à Campylot et à Salmonelle. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on retrouve en fait cette méta-analyse qui a finalement poulé l'ensemble des études qui ont comparé antibiothérapie versus absence d'antibiothérapie dans ces maladies infectieuses, on n'a pas de bénéfice en termes de rémission clinique ou de succès thérapeutique de l'antibiothérapie par rapport à un placebo. Il existe notamment néanmoins certaines situations, les formes sévères où il y a plus de 6-7 sanglantes par jour, des symptômes un peu chroniques évoluant depuis plus d'une semaine, une hyperthermie importante et puis le terrain, le patient immunodéprimé, âgé ou avec de nombreuses comorbidités, où il y a probablement un intérêt à instaurer une antibiothérapie, puisque sur les données de cet essai randomisé contrôlé, un peu ancien maintenant de 92, mais bien mené, on observe quand même une résolution beaucoup plus rapide des symptômes après une antibiothérapie. Ainsi, l'iléite aiguë, donc une fois qu'on l'a définie, qu'on l'a diagnostiquée, on va chercher un terrain éventuellement favorable, tuberculose, ischémie, maladie de Crohn, qui vont nous amener d'emblée à faire certaines explorations. Dans le cas contraire, on ne fera pas plus d'explorations que celle habituelle, en fait, d'un bilan inflammatoire, d'une coproculture. On va traiter essentiellement de façon symptomatique, éventuellement une antibiothérapie, alors par quinolone, parce que les Yersinia sont principalement en fait, donc sensibles au quinolone, s'il y a des signes de sévérité ou de comorbidité. On fera dans tous les cas une réévaluation clinique entre la 2e et la 4e semaine. En cas de résolution complète des symptômes, on ne suit pas particulièrement le patient, il n'y aura pas d'indication à faire d'examen complémentaire. Dans le cas inverse, bien sûr, on ira refaire une enquête étiologique, faire une iléocoloscopie avec des prélèvements, faire des compléments d'imagerie pour voir l'évolution de cette atteinte. Pour conclure, je vais reprendre les grands points forts de cette présentation.
L'iléite aiguë est définie par l'association de douleurs de la fosse iliaque droite évoluant depuis moins de 7 jours, associée à des modifications en imagerie de l'iléon terminal. Les causes les plus fréquentes d'iléite sont infectieuses. Dans près de 2/3 des cas, que ce soit une iléite aiguë infectieuse ou idiopathique, l'évolution sera spontanément favorable. Un tableau clinique suraigu doit faire évoquer une origine ischémique, surtout si le patient est âgé et a des facteurs de risque cardiovasculaires. La persistance des symptômes 2 à 4 semaines après le tableau inaugural doit faire réaliser une iléocoloscopie à la recherche, notamment en France, d'une maladie de Crohn. Je vous remercie pour votre attention.